Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir Vinciane Béranger. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque aussi beau que passionnant, consacré à une compositrice dont le nom revient de plus en plus chez les altistes notamment, Rebecca Clark. Alors, je livre les dates de naissance et de décès pour bien la situer. 1886 est morte en 1979. Il semblerait que sa musique, justement, ait commencé à acquérir une grande notoriété pour ses 90 ans. Enfin, c'est ce que dit la légende Vinciane Béranger. Voilà, alors c'est une légende. Dans les années 1970, elle a été beaucoup rejouée, notamment aux États-Unis. Rebecca Clark est née en 1886 en Angleterre et c'était au départ une violoniste. Et très vite, elle s'est intéressée à la composition et c'est son professeur de composition qui lui a proposé de prendre l'alto plutôt que le violon parce que en jouant de l'alto, elle serait au cœur de l'harmonie et au cœur de l'action. Voilà, donc elle a beaucoup écrit pour l'alto, aussi pour la voix. Elle a écrit des leaders et des œuvres chorales absolument magnifiques. Oui, puis elle a étudié l'alto avec Lionel Tertis, ce qui n'est pas rien non plus, je pense, pour votre instrument. Voilà, il y avait une belle école en Angleterre à ce moment-là. Alors Lionel Tertis a été un petit peu vexé parce qu'elle a écrit la sonate sans le consulter. Et donc pendant un moment, il n'a pas joué la grande sonate pour alto et piano dont nous parlerons sûrement après. Et puis finalement, il l'a trouvé tellement bien que par la suite, il l'a jouée. Alors cette grande sonate, elle ouvre votre disque, Vinciane Béranger. Je vais dire tout de suite auprès de qui vous l'interprétez, une pianiste qu'on connaît bien, Dana Ciocarli. Et puis pour une autre œuvre, vous êtes aux côtés d'Hélène Collerette et David Louvers. On va parler de cette très belle Dumka. Et puis David Louvers aussi, vous jouez avec lui des œuvres pour alto et violoncelle, ce qui est une formation quand même plutôt rare, ça aussi, on va en parler. Donc, ce disque s'ouvre par la sonate pour alto qui commence à devenir, peut-être pas un tube, mais qui commence vraiment à s'ancrer dans le répertoire des altistes. Mais est-ce que c'est une œuvre que vous appreniez quand, justement, on vous a enseigné l'alto au CNSM ou dans d'autres lieux ? Alors à l'époque où j'étais au CNSM, non, on ne connaissait pas cette sonate et d'ailleurs elle venait de ressortir des cartons à New York. Par contre, quand j'ai étudié moi aux États-Unis, je commençais à l'entendre cette sonate, donc elle était déjà présente. Alors c'est vrai qu'elle appartient au répertoire des altistes, mais c'est aussi une œuvre majeure de musique de chambre, tout comme son trio pour violon, violoncelle et piano. Il y a une structure et une richesse dans le développement, une innovation, une créativité qui font qu'elle prend sa place dans les œuvres du début du XXe siècle. Oui, c'est une œuvre de 1919, voilà. Cette sonate pour alto. Elle commence de manière très très intense et puis après il y a des thèmes plus mélodiques. Enfin, c'est vraiment très foisonnant. Foisonnant, c'est le mot. C'est très impétueux. D'ailleurs, il y a une dédicace très romantique d'Alfred de Musset au début de la sonate qui parle du vin. Donc c'est très généreux, c'est très fougueux. Mais il y a aussi un imaginaire, une grande délicatesse dans certains thèmes. Donc on balaie vraiment des univers très très différents. Et puis c'est quand même très valorisant pour votre instrument, pour l'alto. Ça coule sous les doigts, enfin quand on est une musicienne telle que vous, ou est-ce que c'est extrêmement difficile à aborder ? Alors, ce qui est intéressant, toujours, quand on joue la musique d'un compositeur qui écrit pour son instrument, c'est qu'il nous livre sa vision de l'instrument. Parce qu'au XIXe siècle, l'alto était décrit, par exemple, par Berlioz dans son traité d'orchestration, comme un instrument mélancolique, mélodique, chaleureux, un peu cantonné à ce rôle de beau ténébreux. Et en fait, au XXe siècle, il y a une explosion de l'alto, de l'utilisation de l'alto. Chez Bartók aussi. Voilà, chez Bartók, et puis après surtout la sequenza de Luciano Berio qui explose complètement ce mythe de l'alto timide et qui valorise les autres et qui devient lui-même le premier plan. Donc Rebecca Clark s'empare du rôle de l'alto, effectivement, elle met l'alto au premier plan. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait elle était grande, elle était très grande pour l'époque, ça veut dire qu'elle avait des grandes mains. Donc,
cela lui permettait de faire des glissades, d'avoir un jeu très très particulier. Vous pouvez imaginer un pianiste aussi qui a des grandes mains peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas. On trouve toujours des solutions. Mais voilà, ça teinte un peu son écriture, le fait qu'elle ait été si grande et si habile sur l'alto, effectivement. D'ailleurs, ce que vous dites de l'alto, quand on pense aux génies du 19e siècle qui ont composé des pages majeures pour l'alto, soit Schumann ou Brahms, c'est quand même des œuvres très empreintes de nostalgie. Toutes quand on pense aux sonates pour alto et piano de Brahms ou les contes de fées de Schumann, toujours il y a un côté quand même assez mélancolique, vous le disiez. Voilà, c'est ça. Donc on peut trouver ça dans les sonates et aussi dans toute la musique de chambre de Brahms, dans les quintettes à deux altos. Voilà, donc c'est vrai que l'alto était parfait pour le 19e siècle, avec cette sonorité si humaine et si chaleureuse et si directe. Mais heureusement, quand même, le XXe siècle a apporté une ouverture du répertoire et d'autres propositions, parce que finalement, ce timbre parfois rauque, parfois tendu et très direct peut proposer d'autres choses. Vous avez commencé par l'alto ou par le violon? Alors moi, j'ai commencé directement par l'alto. J'ai été séduite en entendant un quatuor à cordes. J'ai été séduite par le son de l'alto. Et donc, je suis rentrée à la maison en demandant à mes parents de jouer de l'alto, qui étaient un petit peu étonnés. Et donc, j'ai eu la chance de commencer directement par l'alto. Et moi, qui suis aujourd'hui pédagogue, j'ai le plaisir de faire découvrir l'alto à des jeunes enfants. Et aujourd'hui, beaucoup de gens commencent par l'alto directement. Oui, puisque vous enseignez à la Haute École de Lausanne et aussi à Saint-Maur. Voilà, au CRR de Saint-Maur, oui. Vinciane Béranger, donc vous avez des élèves de différents niveaux, ça vous permet un aperçu aussi de... Ah oui, mais c'est passionnant. C'est passionnant, en fait, les débuts sur l'instrument, surtout sur un instrument à cordes, sont très très importants. Donc j'y apporte beaucoup de soins. Et donc ce sont des niveaux que j'aime beaucoup en plus, parce que les enfants sont tellement nature, ils ont une telle énergie, c'est vraiment intéressant. Et oui, comme ça je balaye vraiment tous les niveaux. Alors on parle de l'alto beaucoup, mais cette sonate pour alto et piano, il y a du piano. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Dana Cioccarli? Est-ce que c'est très bien écrit pour le piano ou alors c'était redoutable pour elle? Ça a l'air quand même, quand on écoute... J'ai pas eu la chance d'assister à cette sonate en concert, donc je sais pas. Mais quand on écoute, ça a l'air très difficile. Aussi. Alors, il faudrait lui demander, mais effectivement, j'ai souvent entendu la remarque que la sonate n'était pas écrite par une pianiste. Que ça s'entend, que les pianistes le savent. Voilà, ça ne doit pas tomber sous les doigts. Dana Cioccarli est une magicienne des sonorités. Elle a aussi un imaginaire très empreint, notamment de peinture. Donc voilà, nous parlions d'Odilon Redon, de beaucoup de peintres de cette époque-là qui peuvent vraiment aller avec l'imaginaire de cette sonate. Mais j'ai beaucoup de chance avec cette pianiste, avec Dana. C'est une musique qui lui va très très bien, elle est très poète et c'est un grand plaisir de jouer avec elle. Alors c'est un disque monographique autour de Rebecca Clark, parce qu'il y a d'autres altistes qui ont enregistré cette sonate, mais qui ont choisi de l'insérer dans un programme, par exemple, de musique anglaise, avec la Crimae de Britten ou d'autres œuvres. Vous, vraiment, le but initial, c'était de consacrer entièrement un disque à Rebecca Clark. En plus, il est très très varié, ce disque. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, Rebecca Clark a beaucoup écrit. Ce disque s'appelle Works for Viola, donc présente des pièces pour alto, mais ne présente pas toutes les pièces pour alto. Il y en a beaucoup. Et je trouvais ça assez intéressant de présenter la variété des pièces. Parce que, on a cette sonate qui est un grand chef-d'œuvre, et d'autres petites pièces qui sont des vrais joyaux. Morpheus, la Passacaille. Donc, ça donne l'idée qu'il existe d'autres choses que la sonate, et notamment la musique de chambre aussi, où l'alto est vraiment mis en valeur. Donc, on le disait, il y a d'autres œuvres. Ça continue avec une œuvre qui s'appelle Morpheus, qui est une œuvre composée aussi dans ces années, je crois, 1917. Voilà, 1917. Alors, Morpheus, en fait, ceux qui ont cherché sur Rebecca Clark se sont posé la question du titre, évidemment. Et en fait, en cherchant un petit peu, ils se sont rendus compte qu'il y avait, dans les Métamorphoses d'Ovide, tout un passage qui décrivait le roi CX qui voulait aller rencontrer un oracle et qui devait prendre la mer. Et sa femme ne voulait pas, elle avait eu un rêve prémonitoire.
Et effectivement, en allant consulter l'oracle, CX est mort sur les flots. Et sa femme rêvait de lui et priait pour qu'il revienne. Et les dieux ont eu pitié de son chagrin, puisque, évidemment, il ne revenait jamais. Et donc, une nuit, Morpheus, prenant les rêves de l'époux CX, est apparu à ses côtés en lui disant qu'il était mort. Après, elle a voulu se jeter dans les flots. Et en se jetant dans les flots, juste avant de se jeter dans les flots, elle a vu le cadavre de CX sur les flots. Et là, la douleur l'a transpercée. Les dieux ont eu à nouveau pitié d'elle. Ils l'ont transformée en oiseau. Et ils ont transformé le cadavre de CX en oiseau. Et ils ont pu continuer à être ensemble. Donc, il y a quand même un imaginaire absolument incroyable autour de cette pièce. Et on peut suivre pas à pas chacun. Je vous ai raconté toute l'histoire. C'est peut-être un petit peu long. Mais quand on écoute la pièce, qui est pas très très longue, on entend chacun des petits passages et à la fin, il y a des battements d'ailes, il y a un tri. Enfin, on sent bien que les oiseaux s'envolent dans les cieux. Enfin, c'est absolument poétique et c'est bouleversant parce que la thématique elle-même est bouleversante. La Passacaille qui suit est très différente. La Passacaille, c'est une pièce plutôt néoclassique de 1941, en do mineur. Bon, voilà, elle est revenue à quelque chose de plus... À ce moment-là, excusez-moi de vous interrompre, elle est pendant la guerre aux États-Unis. Voilà, elle s'est installée aux États-Unis où elle se mariera par la suite. Et cette pièce est néoclassique. Elle est d'ailleurs de l'œuvre de la Dumka qui va suivre. Donc on a vraiment différentes périodes. Oui, parce qu'après les années 40, elle va s'arrêter de composer, Rebecca Clark. Oui, alors... c'est vrai qu'on se demande un peu pourquoi s'est-elle arrêtée de composer. Bon, personne n'a vraiment la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aurait voulu ne faire que ça. Elle aurait voulu être immergée dans la musique. Du matin au soir, elle le dit. On lui demande « Mais pourquoi vous avez arrêté de composer ?» Et elle répond « Si j'avais voulu faire ça, il aurait fallu que je ne fasse que ça. » Et bon, pour différentes raisons, sa vie n'était pas que musique. Et donc elle a préféré arrêter de composer. Mais elle est restée dans la médiation. Elle a beaucoup partagé sur la musique. Elle avait une immense culture de musique de chambre, parce qu'elle-même, en tant qu'altiste, c'était une grande virtuose. Donc elle a fait des tournées mondiales en quatuor, en musique de chambre, et elle adorait partager sur ce répertoire-là. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, elle animait des émissions de radio, elle partageait beaucoup sur la musique. Et comme toujours, le point de vue des compositeurs, ne l'oublions pas, n'est pas le point de vue des interprètes, ils voient la musique de l'intérieur. Et donc elle avait un talent pour communiquer sur ces œuvres-là, c'était absolument splendide. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu son nom, Vinciane Béranger ? Ou alors c'est trop évanescent et trop mélangé à d'autres souvenirs. Je ne veux pas vous cueillir à froid, mais vous nous disiez que ce n'est pas une musique que vous avez apprise quand vous-même vous étiez étudiante. Donc c'est quoi ? Vous avez entendu un de vos confrères altistes jouer cette sonate Oui, pour tout vous dire, après mes études à Paris, j'ai étudié en Allemagne et déjà... le répertoire n'était pas tout à fait le même et je trouvais que les gens ne jouaient pas Brahms de la même manière qu'ils jouaient à Paris. Donc déjà, il y avait une sorte de choc culturel à vivre en Allemagne. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, finalement, le répertoire de l'alto n'était pas le même. Par exemple, on ne jouait pas tellement les sonates de Brahms. On jouait la sonate de Rorberg, on jouait la sonate de Clark. Et donc, c'est venu avec tout un lot de sonates que je ne connaissais pas et personne... on parlait pas tellement là-bas, on parlait pas tellement de Berlioz, on parlait pas de Darius Milhaud, qui ont quand même pas mal écrit pour l'alto. Donc j'ai compris aussi qu'il y avait des sortes de nationalisme. Et donc la première fois que je l'ai entendu, je pensais pas forcément l'enregistrer, mais ça m'a captivée. Je me souviens de ça. Alors, ce disque, vous l'avez enregistré avec 3 autres musiciens, bien évidemment. On parlait d'Anna Ciocarli. Il y a aussi, sur une œuvre, Hélène Collerette et David Louvers. On va parler, à part de David Louvers, qui est au violoncelle, puisque lui, il y a plusieurs œuvres. Mais il y a cette fameuse Dumka, je dois dire, qui est très différente du reste, et qui est une œuvre pleine de tendresse, émouvante, et qui est très inattendue. Enfin, on met ce disque, et puis on dit aux gens de qui est-ce. Alors, les gens vont penser à un post-Dvorak, mais pas du tout à une compositrice anglo-américaine comme Rebecca Clark. C'est très étonnant. Exactement. Alors, oui, ça fait partie des grands coups de cœur pour moi dans les pièces qui ont été choisies. Cette Dumka, effectivement, j'ai vraiment un faible pour elle.
Elle est très bien écrite. Alors, c'est très bien écrit instrumentalement pour le violon et l'alto, qui sont très très proches mais différenciés, comme on peut les avoir dans la symphonie concertante de Mozart. Enfin voilà, ils sont vraiment frères et sœurs. Ça porte quelque chose, mais avec chacun sa différence. Et alors, il y a des grands compositeurs qui ne sont pas très loin. Il y a Brahms avec son opus 25, en fait, dans le dernier mouvement du quatuor avec piano en sol mineur. De façon hongroise, tzigane. Voilà, c'est ça. Mais au milieu, il y a un intermède tzigane bouleversant, et on retrouve dans la Dumka l'ambiance de ce thème. Et dans le titre même Dumka, la Dumka, il y en a beaucoup qui ont été réécrites par Dvorak. Au départ, c'est une chanson très mélancolique ukrainienne. Et voilà, donc on a tous ces emprunts, la musique est traversée de tous ces voyages. Et Hélène Colrette est une partenaire absolument extraordinaire, qui a un vibrato magnifique, qui se mélange parfaitement avec l'alto. Et je crois que je ne pouvais pas rêver meilleur partenaire. Oui, c'est une magnifique violoniste. Oui. Violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et puis on sent avec une curiosité insatiable pour des répertoires chambristes. Tout à fait. On parlait de ces pièces pour alto et violoncelle. Alors ça, c'est une formation quand même rarissime. Déjà, violon et violoncelle, il y a Kodály, Ravel, quelques autres. Mais alto et violoncelle, c'est très très beau, mais c'est assez rare. C'est assez rare, c'est un choix osé. Il y a de Beethoven, bien sûr, le duo pour alto et violoncelle avec lunettes obligées, parce que la partie de violoncelle, notamment, est écrite tout dans l'aigu, donc très périlleuse pour le violoncelle. Donc ça, c'est un duo que nous jouons souvent. Il y a des belles pièces de Lutosławski aussi, bucoliques pour alto et violoncelle. Et les duos de Bartók ont été réécrits par le fils de Bartók pour alto et violoncelle. Pas tous, mais certains. Alors les duos pour deux violons Les duos pour deux violons. Voilà un scoop pour certains dont je suis. Voilà, très très belle version. Et alors en fait, ce qui se passe, c'est que Rebecca Clark donc voyageait beaucoup, faisait beaucoup de tournées en tant qu'altiste, et elle avait une très bonne amie violoncelliste qui s'appelait May Merkel, et elles jouaient souvent ensemble. Et c'est pour elles deux qu'elle a écrit ces duos. Donc il y a 3 duos en tout, 2 pièces qui ont été très enregistrées, souvent jouées, qui sont Lullaby et Grotesque. Donc une berceuse et grotesque, c'est-à-dire un petit peu comme les fresques de la Renaissance, des passages très caractéristiques, très osés, très surprenants, très vivants. Et c'est une pièce, quand elle la jouait elle-même, qui était souvent bissée, en fait. C'est-à-dire que ça ne laisse pas le spectateur indifférent. Et j'observe que nous, quand on joue cette pièce en concert, elle fait toujours beaucoup d'effets. Voilà. Et la nouveauté de ce disque, en fait, c'est la 3e pièce qui s'appelle Irish Melody, qui est fait d'après l'air de Danny Boy, qui est un peu comme l'hymne irlandais, donc on a la main sur le cœur, c'est grandiose. En fait, le manuscrit de cette pièce a été trouvé en 2015 chez John White, qui était un altiste anglais. Et on a retrouvé ce manuscrit sans trop savoir ce que c'était, on l'avait perdu. Voilà, donc il vient d'être édité. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu enregistrer toutes ces pièces, pour faire connaître cette pièce. Tout ce répertoire, parce que la sonate pour alto et piano, elle faisait partie maintenant de votre répertoire, Vinciane Béranger, mais tout le reste sont des pièces que vous avez cherchées pour ce disque, pour donner un panorama le plus varié possible de l'œuvre de Rebecca Clark. Oui, alors il y a ce qu'on appelle les petites pièces comme Chinese Puzzle et même la Passacaille peuvent être jouées par des étudiants. Il y a des pièces un petit peu plus abordables, donc je les connaissais sous cet angle-là. Il y a un petit volet pédagogique dans ces pièces de Rebecca Clark, certaines d'entre elles. Donc c'est à ce titre-là que je les connaissais. Mais la Dumka, c'est une découverte. Il y a aussi un duo pour alto et clarinette que je vais jouer prochainement avec mon collègue Florent Héot. Magnifique clarinettiste. Voilà, c'est ça. Qui n'est pas sur ce disque parce qu'il a fallu faire des choix, malheureusement. Mais voilà, il y a d'autres pièces encore. Mais alors clarinette, alto, c'est un peu la même tessiture. Ah oui, c'est la même famille. Ben voilà, et alors vous vous retrouvez à jouer des œuvres ensemble, ça doit être étonnant. Oui, mais il y a le souffle de la clarinette complète l'archet, c'est-à-dire que la finitude de l'archet, notre problème, nous, avec notre archet, c'est qu'il a une fin à chaque fois. Donc on imagine qu'on souffle
qu'on a une grande colonne d'air, ce qui nous fait enchaîner plusieurs archets et projeter notre phrase, voilà, qui donne du souffle à notre voix. Donc c'est très complémentaire. Mais alors Rebecca Clark, elle a quand même mené une carrière de soliste altiste à une époque où c'était pas non plus très foisonnant. Enfin, parce que il y avait, je sais pas, peut-être William Primrose ou d'autres grandes vedettes de votre instrument, mais le temps des grands altistes dont le nom est très connu n'était pas encore Tout advenu. à fait. C'est-à-dire en Angleterre, il y avait Lionel Tertis, mais elle devait avoir pas mal de caractère parce que finalement, son père lui a coupé les vivres et quand elle avait 20 ans, et elle a décidé de gagner sa vie en tant qu'altiste à Londres. Bon, je pense qu'être une femme célibataire qui gagne sa vie à 20 ans en jouant en tant que chambriste et dans les orchestres et en tant que soliste, c'était très très peu courant. Oui, dans les années 10-20. Voilà, dans les années, c'est ça, 1915, c'était quand même assez peu courant, on peut imaginer. Mais elle avait énormément de talent. Ses partenaires, par la suite, ça a été Jacques Thibault, Pablo Casals, Jascha Heifetz, enfin quand même des noms qu'on connaît un petit peu. Et Rubinstein l'appelait The Glorious Rebecca Clark, la glorieuse Rebecca Clark. Donc elle était très appréciée de ses partenaires. Alors j'ai beaucoup écouté votre disque pour préparer cet entretien, mais j'ai même pas songé à regarder s'il y avait des disques, des témoignages audio de Rebecca Clark. Vous savez s'il en existe, Vinciane Béranger? Alors je n'en connais qu'un. Elle joue le trio des quilles de Mozart, donc avec clarinette, alto clarinette et piano. Et elle a un son très très riche, très très large. Alors il se trouve que j'ai rencontré la personne qui a acheté son alto, qui s'appelle Toby Apple, c'est un grand altiste américain. Oui, parce qu'elle-même a vendu son alto oui. De son vivant. Enfin, il a été vendu voilà, c'est ça. de son vivant. C'est ça. Elle s'en est séparée. Mais pourtant, Toby Apple m'a dit que c'était pas un instrument extraordinaire. Lui a arrêté de le jouer finalement. Mais cet enregistrement est vraiment intéressant. Alors imaginons que vous donniez un concert, d'ailleurs on va en parler de ce concert que vous donnerez le 30 mai prochain au Bal Blomet, mais où vous mettez Rebecca Clark et vous la confrontez à une autre compositrice ou à un compositeur, avec qui vous pensez que ça pourrait aller cette musique? Ou alors je veux cueillir à froid, mais c'est quand même une musique très singulière, très personnelle. Oui, alors au Bal Blomet, pour la soirée de sortie du disque, on va faire entendre cette musique parce que précisément c'est déjà très très varié. Il va y avoir des instrumentations différentes, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le temps d'un concert, ça passe très très vite. Après, c'est une musique qui peut être mise en parallèle avec ce qui se passait à l'époque. Donc on peut parler d'Ernest Bloch qui a composé une sonate la même année que la sonate pour alto et piano en 1919. Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a eu une confusion totale, semble-t-il, à un concours. Oui, alors, bon... C'est une légende ou c'est... Ah non, ça c'est vrai. Là, on a Parce qu'elle a passé un concours au même moment qu'Ernest Bloch. Voilà, ça, on a beaucoup de témoignages. En fait, il y a eu un concours en 1919 dans le Massachusetts pour composer une sonate pour alto, une sonate ou une suite pour alto et piano. Et le nombre des candidats est passé d'un certain nombre à 10 candidats, et à la fin, il y avait 2 candidats. Les œuvres étaient totalement anonymes, déposées dans des enveloppes, et les jurys n'arrivaient pas à se décider entre la pièce dite d'un philosophe et la pièce dite d'un poète. Et finalement, la présidente du jury a dû trancher, donc elle a choisi la pièce dite du philosophe qui était en fait celle d'Ernest Bloch. Et les jurys ont voulu savoir qui avait écrit la deuxième pièce, alors que normalement c'était interdit, ils n'auraient pas dû demander ça, mais ils avaient vraiment envie de savoir, et là ils ont appris que c'était Rebecca Clark, et ils étaient sidérés que ce soit l'œuvre d'une femme. Et par la suite, même les journalistes disaient que c'était pas possible qu'une femme ait écrit ça, et même certains ont pensé que c'était un pseudonyme d'Ernest Bloch pour écrire une deuxième pièce pour le même concours. Voilà, comme si ça aurait été intelligent à l'époque pour un homme de choisir un pseudonyme de femme. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, Rebecca Clark avait beaucoup d'admiration pour Ernest Bloch, et la pièce qui a gagné le concours avait vraiment toutes les faveurs de Rebecca Clark. Et il y a une autre sonate qui a été écrite pour l'alto la même année, totalement en dehors de ce concours, qui est la sonate de Paul Hindemith, opus 11 numéro 4, qui est
elle aussi très debussiste, si on peut employer ce mot-là, un petit peu comme la sonate de Clark, avec des gammes par ton, avec des couleurs très, très chatoyantes, parfois des sonorités évanescentes. Alors, je ne dis pas que la pièce d'In the Meat et celle de Clark se ressemblent, mais elles se répondent. In the Meat, voilà aussi un compositeur qui vous a donné un beau leg au niveau de l'alto, Vinciane Béranger. Ah oui, mais In the Meat qui était altiste lui-même. Donc moi, j'ai rencontré des gens qui l'ont entendu en concert, qui me racontaient les concerts. Alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on est très très sérieux avec les partitions d'In the Meat parce qu'il y a un côté très scolastique en fait dans sa musique. Et donc on imagine qu'il faut jouer ça avec austérité, avec rigueur. Et en fait, quand il nous raconte comment jouer In the Meat, en fait, il arrivait devant l'orchestre avec un son très très gras, c'était pas très propre. Mais par contre, il y avait de la substance dans le son et il était très très doué. Il écrivait très rapidement à tel point qu'il y a une des sonates pour alto seul qu'il a écrit dans le train un jour et il l'a joué le soir même au concert aux États-Unis, mais il n'a pas osé écrire la date de composition parce qu'il s'est dit si jamais je dis que ça a été écrit aujourd'hui, on va voir que j'ai pas travaillé. Donc il n'a pas partagé la date de composition. Il mais faut très avoir doué. un minimum de génie pour faire ça. Oui. Et alors, donc, pour revenir à vous, Vinciane Béranger, et votre activité musicale, il y a quand même un pan de votre activité qui est passionnant aussi. Vous avez été membre du Quatuor Manfred, c'est pas rien, c'est un très grand quatuor français. Ça, c'était pour vous un amour du quatuor qui vous a amené, un amour de ce répertoire Oui, alors, bon, pour moi, le quatuor reste la forme parfaite de musique, d'une très grande exigence, et le répertoire comporte des œuvres magistrales, souvent, on peut dire parfois le laboratoire des grandes symphonies, mais tout est en germe dans les quatuors à cordes, et c'est aussi une école de la vie, c'est une école de rigueur, et je pense que quand on est vraiment quartettiste, on le reste toute sa vie. Aujourd'hui, je ne joue plus dans un quatuor régulier. J'ai du mal à jouer dans un quatuor à cordes au pied levé. En général, les gens savent que je ne souhaite pas trop le faire. Parce qu'en fait, soit... Oui, parce que vous avez une telle exigence. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, soit on construit le travail en quatuor, soit, pour moi, je préfère ne pas le faire, en fait. Ça ne se prête pas à l'improvisation. Et ça a développé chez moi un grand plaisir pour l'écoute harmonique, l'oreille harmonique. Bon, voilà, j'ai du coup une oreille un petit peu particulière qui parfois qui m'aide dans mon travail en sonate, mais qui teinte mon travail en sonate, parce qu'il y a un sens de la verticalité, de l'écoute de l'autre, qui est très très présent. Je ne suis jamais complètement libre. Il y a toujours l'oreille scotchée à ce que fait l'autre instrumentiste. Donc c'est vraiment une manière de voir la musique qui est restée avec moi. C'est pas un genre qu'elle a abordé, Rebecca Clark, le quatuor Alors non, elle n'a pas écrit de quatuor, elle en a beaucoup joué. Et elle a rencontré d'ailleurs cette mécène dont je parlais tout à l'heure qui a organisé le concours de composition, elle l'a rencontrée autour du quatuor à cordes parce que l'année précédente, il y avait tout un symposium autour du quatuor. Ça faisait partie de sa vie, c'était central dans sa vie. En tout cas, ce disque, il est absolument magnifique. On n'a pas parlé de l'enregistrement pour le label Aparté par un fameux ingénieur du son. Alors, en fait, il y a 4 musiciens dans ce disque, mais il y a sûrement 5 artistes. Le plus grand étant sûrement Franck Jaffrès. Enfin, pas le plus grand, mais oui. L'égal. Voilà. Enfin, en tout cas, il est vraiment d'importance parce que son oreille est primordiale. En fait, à la fois ingénieur du son et directeur artistique, il nous guide pendant l'enregistrement, il nous aide à faire des choix par la suite. Et j'ai une grande confiance en son oreille. Et aussi, il me connaît bien puisque c'est sous sa direction que j'avais enregistré mon premier disque Robert Schumann pour le label Zigzag Territoire. Il y a de nombreuses années. Voilà, donc c'est une collaboration qui se suit dans les années, et c'est très agréable de pouvoir être en confiance quand on joue ce genre de répertoire.
En tout cas, cette confiance, elle était bien placée. Et ce disque, il est absolument merveilleux parce qu'on reçoit des disques qui sont très beaux, très bien interprétés. Puis des disques qui sont à la fois très bien interprétés, magnifiques, et ils sont aussi indispensables parce que tout ce pan de répertoire de Rebecca Clark, bon, la sonate, elle commence à être jouée, mais tout le reste, sont des joyaux. Sans même s'apesantir sur cette fameuse Dumka, qui est un véritable coup de cœur, mais tout le reste. Enfin, oui, il y a des choses très, très différentes à découvrir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que le disque est sorti depuis quelques semaines, les gens me font des retours et en fait, chacun perçoit le disque à sa manière. On voit bien qu'il a différentes facettes et chacun va être, un tel va être touché par telle pièce pour tel aspect, un tel par telle autre pièce, et je vois bien que c'est très très différent. Donc je pense que la musique aborde des sensibilités différentes, et voilà, on va retrouver Debussy, on va retrouver Ravel, on va retrouver les gammes pentatoniques, et puis des modulations inattendues, l'Europe de l'Est, l'Asie, enfin bon, c'est un sacré voyage. Voilà, alors moi c'est le voyage sentimentalo Europe de l'Est qui m'a beaucoup touché dans ce disque qui s'ouvre par cette sublime sonate pour alto et piano. Je rappelle, Vinciane Béranger, que vous êtes aux côtés de Dana Cioccarli au piano, Hélène Collerette au violon et David Louvers au violoncelle. Outre ce disque qui vient de paraître pour le label Aparté, entièrement consacré à Rebecca Clark, il y aura ce fameux concert le 30 mai prochain dans ce beau lieu qu'est le Bal Blomet. On célèbre pas mal de sorties de disques. Oui, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que le Bal Blomet, au départ, dans son histoire, a été créé en 1920, puisque c'était un cabaret de jazz, et la sonate pour alto et piano de Rebecca Clark date de 1919. Donc je trouvais ça amusant de proposer à Guillaume Cornu, le propriétaire du Bal Blomet, de venir jouer cette sonate au Bal Blomet. Voilà, c'est un clin d'œil et ce lieu m'est cher. Il faudra trouver pour votre prochain disque un lieu ad hoc avec la même date, ça va être compliqué. Voilà, mais là, tout vous avez est... bénéficié d'un heureux concours de circonstances. Mais... Voilà, mais souvent les choses s'alignent. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité pour évoquer cette musicienne formidable qui était Rebecca Clark. Vinciane Béranger, merci infiniment. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec l'altiste Vinciane Béranger, je vous propose de l'écouter interpréter une Dumka de Rebecca Clark. Elle est aux côtés de la pianiste Dana Cioccarli et de la violoniste Hélène Collerette. Puis nous l'écouterons interpréter le 3e mouvement de la sonate pour alto, toujours de la compositrice anglo-américaine Rebecca Clark. Elle est aux côtés de la pianiste Dana Cioccarli. Je vous souhaite une très belle écoute de ses œuvres et une bonne fin de soirée sur RCJ.